rapidement, j'ai été sociétaire naïf depuis que je suis tout petit, parce que ma maman est institutrice. Mon job out il y a 5 ans, quand j'étais consultant et que ça m'a complètement déprimé, donc un jour j'ai dit allez, j'arrête. Je suis parti du jour au lendemain et j'ai monté un studio de jeux vidéo tout seul. Ça n'a pas trop marché, mais je me suis bien éclaté pendant 3 ans. Et depuis 2 ans, là, je bosse sur des projets Bitcoin à temps plein, en fait, avec un associé. Et je me suis découvert une passion pour la théorie de l'évolution après avoir eu le bac, après qu'on m'ait bien bourré le crâne de plein de choses qui ne m'intéressaient pas. À 18 ans, je me suis dit, mais en fait, la biologie, c'est génial. Donc, je me sens dans mon élément quand même, ici, ce soir. Alors, est-ce que vous... Enfin, je sais pas, moi l'impression que j'ai, on a évoqué un petit peu la crise tout à l'heure, donc la crise financière. L'impression que j'ai personnellement, c'est qu'il y a un domaine qui est vraiment le plus fermé au monde, c'est quand même le domaine de la monnaie. Tout le monde a de la monnaie, tout le monde a de l'argent, des billets, des pièces, un compte en banque. Enfin, pas mal de gens ont un compte en banque, c'est apparemment le cas de la majorité des gens dans le monde. Par contre, qu'est-ce que vous avez le droit de faire de cette monnaie à part l'accepter comme paiement et payer les gens en retour? Vous n'avez absolument rien le droit de faire avec. Et vous êtes à peine propriétaire de cette monnaie, dans le sens où si un jour vous avez de l'argent sur un compte en banque, c'est toujours possible aux instances judiciaires de le saisir ou aux huissiers de venir vous prendre cet argent pour X raisons, que ce soit justifié ou pas, après c'est quasiment un autre problème. Et justement, depuis 2009, il y a une technologie qui a fait son apparition, qui s'appelle Bitcoin, et qui est en fait de la monnaie open source. C'est de la monnaie open source décentralisée. Donc le principe, c'est de dire, l'inventeur de Bitcoin, ce qu'il voulait faire en fait, c'était un système de paiement qui ne nécessite pas d'avoir une autorité centrale qui va réguler ce système de paiement. Donc aujourd'hui, les euros, ils sont émis par la Banque Centrale Européenne et après elles sont prêtées aux banques, aux États, qui eux-mêmes vont s'en servir, payer leurs fonctionnaires, prêter de l'argent aux particuliers, etc. Et c'est la Banque Centrale Européenne qui va décider, bon cette année on imprime 3% d'euros en plus, ce qui va dévaluer toute la monnaie qui est déjà en circulation, etc. Bon, je vous passe les mécanismes internes de l'euro aujourd'hui. Aujourd'hui, sur Bitcoin, la beauté en fait de cette technologie et de toutes les technologies qui sont basées sur une blockchain, c'est qu'on a un mécanisme qui est planifié dans le temps, qui est prévu à l'avance, qui a été instauré un peu comme un postulat, et sur lequel on est libre de rentrer, un système dans lequel on est libre de rentrer ou de sortir. Les règles, elles sont établies d'avance et elles ne changent pas. Voilà. Donc typiquement, la principale caractéristique en fait de ces monnaies digitales, c'est que la seule règle en fait, c'est que c'est la règle qui a été émise au départ, qui a été établie au départ, et ensuite, ce qui renforce ces règles, c'est pas la loi, c'est pas l'État, c'est pas la police, ce sont les règles mathématiques et les règles de l'univers en fait, qui sont un peu immuables. Donc, je vais essayer de faire rapide sur la technique. Je suis pas en plein écran, je sais pas le bêtise. Si t'étais bon. Ah ok, parfait. Ah oui d'accord, c'est pas bon. Ok, super. Alors, donc le Bitcoin, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une monnaie digitale qui est globale. Aujourd'hui, j'ai un Bitcoin, je peux l'envoyer à l'autre bout du monde quasiment instantanément. C'est un système financier qui est transparent et qui est décentralisé. Alors il est transparent pourquoi? Parce qu'en fait toutes les transactions qui sont effectuées sur le réseau Bitcoin, elles sont visibles par tout le monde. Tout le monde peut voir que adresse numéro 1 a envoyé un Bitcoin à adresse numéro 2. Donc on n'est pas dans le cas où on voit que moi j'ai envoyé par exemple à Thomas un Bitcoin. Par contre, on voit qu'une adresse qui m'appartient en fait a envoyé un Bitcoin à une autre adresse. On ne sait pas à qui elle appartient. Mais on peut voir cette transaction sur le réseau, on peut voir qu'elle a eu lieu. Le protocole est open source, donc ça c'est ce qui est assez fondamental, c'est-à-dire qu'on a tout le code qui va régir cette technologie, il est disponible. Il est disponible et tout le monde peut le vérifier. Ce qui est aussi génial, c'est que tout le monde peut le prendre, se l'approprier, le modifier et republier quelque chose de différent.
qui avait la même base, mais qui est maintenant une entité complètement à part entière. Donc on a cette possibilité-là avec ces monnaies digitales. Les avantages, c'est que les transactions elles sont instantanées, elles sont sécurisées, elles sont privées. Elles sont sécurisées parce qu'en fait, même si on n'a pas d'autorité centrale, on a un réseau en fait, d'utilisateurs qui vont en fait, faire tourner des programmes qui eux vont vérifier la validité des transactions. Donc on ne s'appuie pas sur un seul acteur pour dire, par exemple, une banque qui va dire « Ok, monsieur Afuma, vous avez 500 € sur votre compte, si vous en dépensez 100, il vous en reste 400. » Si la Société Générale fait une erreur, à ma faveur ou pas, il n'y a que elle en fait, qui est le juge et arbitre de mon compte, en fait, de mon solde. Alors que sur les technologies comme le Bitcoin, tout le monde, enfin tous les acteurs du réseau en fait, vont pouvoir vérifier la véracité de l'information. Donc on n'a pas d'acteur tiers, il n'y en a pas une personne qui est en charge de tout réguler, c'est vraiment un réseau de pair à pair, de peer-to-peer. Les frais sont quasiment gratuits, ils sont assez bas. Si je veux envoyer de l'argent à l'autre bout du monde, ça me coûte 3 centimes, quelle que soit la somme que je vais envoyer. Que ce soit 10 centimes ou que ce soit 1 million d'euros, ça me coûte 3 centimes. Et c'est instantané. Ok. Donc, dans les cas d'utilisation qu'on a aujourd'hui, on a une solution de paiement. Donc, on va pouvoir faire du e-commerce, du m-commerce, on va faire du trading ou de l'investissement, les paiements à l'international, et un des cas qui a été assez marquant en fait, dans l'histoire de Bitcoin notamment, c'est qu'on va pouvoir faire des dons politiques et caritatifs. Alors vous avez peut-être entendu parler de Wikileaks et d'Edward Snowden, qui est le whistleblower de la NSA qui est actuellement en exil en Russie. En fait, ce qui s'est passé avec ces gens-là, c'est qu'ils ont divulgué des informations confidentielles qui appartenaient au gouvernement américain, à l'armée ou même aux cellules présidentielles, aux services secrets. Et typiquement, ce qui s'est passé, c'est que les paiements de processeurs, donc de cartes de crédit, Visa, Mastercard, ils ont essayé d'empêcher qu'on fasse des dons à ces gens-là pour les aider à continuer leur action. Et en fait, ils ont réussi effectivement à les bloquer parce qu'on leur a interdit l'accès à un système de paiement qui est le plus utilisé aujourd'hui, en fait, la carte bleue et les paiements électroniques comme ça. Avec Bitcoin, c'est pas possible d'empêcher quelqu'un de recevoir de l'argent. Donc, il a été possible de créer une adresse Bitcoin de donation pour Wikileaks, une ou plusieurs adresses en fait. Et à partir de ce moment-là, les gens qui étaient sympathisants en fait, de leur cause, on était capable de leur faire des dons, alors qu'ils étaient un peu étranglés au niveau financier par des institutions dans lesquelles certains citoyens ne se reconnaissaient plus du tout. En fait. Et on a aussi le cas d'utilisation du crowdfunding, qu'on a vu un peu avec Richard, qui marche assez bien en fait, sur le cryptocurrency. Pour pas mal de raisons. Donc, en tant que monnaie, on a une émission qui est planifiée. Donc, comme je prenais tout à l'heure l'exemple de la Banque Centrale Européenne, aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne, elle pourrait péter un câble, décider d'imprimer 50% d'euros en plus l'année prochaine. Et typiquement, ça serait une perte catastrophique pour tous les gens en fait, qui possèdent des euros ou des biens en euros. Typiquement, ça va se ressentir sur la valeur de tout ce qu'il y a au sein de la zone euro. En Bitcoin, on a une émission de monnaie, mais elle est planifiée à l'avance. Comme le protocole a été démarré en 2009, on avait 0 Bitcoin en décembre 2009. L'année dernière, on a passé le cap des 14 millions de Bitcoin émis, et en 2140, quand on arrivera à la fin de l'émission en fait, de cette monnaie, il y en aura 21 millions d'unités, et ça sera terminé. Il n'y en aura plus d'autres qui seront émises. Donc on sait dès maintenant qu'on aura un stock de Bitcoin qui est fini en fait. Il ne dépassera pas une masse monétaire, il n'y aura pas de masse monétaire supérieure à 21 millions. Ça peut paraître un peu étrange pour un système monétaire, mais il y a une caractéristique qu'il ne faut pas sous-estimer, parce que Bitcoin c'est divisible jusqu'à la 8e décimale. Donc vous pouvez prendre un 1, enfin si vous prenez un 0, vous mettez une virgule, 7 0, un 1, ça vous pouvez le dépenser en Bitcoin en fait. Donc aujourd'hui ça ne représente pas grand chose, c'est assez ridicule ce que ça représente en euros, c'est pareil, c'est je sais pas, 3, 4, 5 0 derrière la virgule, quelque chose comme ça, pas du tout pratique. Mais c'est un cas qui a été, c'est un mécanisme qui a été mis en place au cas où la valeur du Bitcoin monterait très haut. En
fait, on aurait toujours la possibilité de dépenser des petites sommes, l'équivalent de petites sommes en euros avec le protocole. Une des autres particularités de Bitcoin, c'est que les transactions, elles sont irréversibles. À partir du moment où vous avez envoyé votre Bitcoin, vous ne pouvez pas le récupérer, vous n'avez aucun moyen de le récupérer ou de le saisir. La personne à qui vous l'avez envoyé, elle peut toujours vous le renvoyer, mais ça ne dépend que d'elle à partir de ce moment-là. Vous n'êtes plus en mesure de le contrôler. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible aujourd'hui dans le système financier actuel, c'est-à-dire de faire une transaction irréversible. Dans tous les mécanismes de paiement que vous avez, il y a toujours moyen qu'il y ait ce qu'on appelle un chargeback, c'est-à-dire que la transaction elle soit annulée et que l'argent reparte d'où il était venu. Voilà. Donc ça a des avantages et des inconvénients. Toujours est-il que c'est une des grosses caractéristiques en fait de Bitcoin. Donc voilà. Donc, Bitcoin, on va en parler de deux manières. On va en parler de deux manières. Enfin, on va parler de la monnaie Bitcoin. On va parler du réseau ou du protocole Bitcoin. Typiquement, en tant que monnaie, donc je vous en ai parlé juste avant, en tant que réseau, c'est donc un réseau de transactions global qui n'a pas d'autorité centrale. Alors comment est-ce qu'on va vérifier les transactions? Sans autorité centrale, on a une technologie qui est sous-jacente en fait à Bitcoin et qui est quelque chose d'assez nouveau, assez révolutionnaire, et qui s'appelle la blockchain. Donc cette blockchain, elle contient l'historique de toutes les transactions qui ont été faites en Bitcoin depuis l'origine de la monnaie. Donc toutes les transactions, elles sont historisées en fait dans une espèce de base de données. Et cette historique, tous les utilisateurs, ils en possèdent une copie. Alors ce que ça permet, c'est que, comme je vous ai dit avant, les transactions, elles ne sont pas réversibles. L'intérêt de Bitcoin, c'est qu'on ne peut pas revenir en arrière. Donc, à partir du moment où les transactions elles ont été incluses donc, dans cette blockchain, elles sont gravées, c'est comme si elles étaient gravées dans la roche, on ne pourra jamais les changer. Un des avantages que ça a, c'est vraiment la transparence et l'immuabilité, c'est un gage de sécurité aussi, parce que vous savez qu'à partir du moment où vous avez reçu un paiement qui est inclus dans cette blockchain, bah, il est bien à vous et personne ne pourra le changer, à aucun moment personne ne pourra jamais le changer. Je n'ai pas tout à fait répondu à la question. La question c'est comment est-ce qu'on valide les transactions. En fait, ça va de peer-to-peer. Donc chaque personne qui fait partie du réseau, elle fait tourner un programme sur son ordinateur, qu'on va appeler un nœud en fait, qui va permettre de faire ce réseau mondial. Et chaque nœud a un protocole qui est capable de vérifier les transactions et qui est capable d'alerter un utilisateur s'il y a un problème dans ce cas-là. En général, aujourd'hui, on a à peu près... on a quelques centaines de transactions toutes les 10 minutes à peu près. On doit être sur... non, c'est une bêtise. On a une centaine de transactions toutes les 10 minutes. Voilà, c'est à peu près ça. Donc on est capable de générer un trafic qui est assez conséquent, mais qui est encore loin de ce dont on aurait besoin pour une utilisation vraiment globale. Et bien sûr, il y a des solutions sur lesquelles des gens sont en train de travailler pour remédier à ce problème-là, notamment le problème de ce qu'on appelle la scalabilité, c'est-à-dire est-ce qu'on va pouvoir utiliser Bitcoin dans un monde où 1 milliard de personnes, 100 milliards de personnes vont essayer d'utiliser un système de paiement comme celui-là. Donc ça c'est assez technique, je vais vous passer le détail et si vous voulez on en reparlera si vous avez des questions. Et pour arriver en fait sur ce qu'on va avoir au-delà de la monnaie. Une des caractéristiques qui est assez intéressante de Bitcoin, donc c'est ce modèle qui est open source. À partir du moment où il a été créé il y a 5 ans, il y a des gens qui ont commencé en fait à s'approprier un peu ce projet et à créer des projets en fait à bourgeonner sur ce projet. C'est ce qu'on a appelé les altcoins. Donc en fait ce sont des coins alternatives à Bitcoin qui reprennent certains principes de base et qui vont être créés pour une utilisation peut-être plus spécifique ou avec un modèle en tête qui est différent de celui de Bitcoin. Et au-delà de la monnaie, une des propriétés assez intéressantes, on a deux propriétés très intéressantes qu'on a qui ont émergé ces dernières années. Premièrement, c'est les smart properties. Les smart properties, en fait, c'est un mécanisme qui va permettre d'éditer ça serait des tokens, en fait, des jetons, si vous voulez. On peut émettre des jetons comme on veut en monnaie digitale, qu'on va pouvoir distribuer comme on veut et à qui on va pouvoir donner des règles. Donc typiquement, une des utilisations qu'on a aujourd'hui, qu'on commence à voir émerger, ça serait de remplacer les actions des sociétés par des jetons qu'on pourrait distribuer sur des réseaux de peer-to-peer.
Donc il y a le Nasdaq aujourd'hui qui bosse sur une adaptation en fait, d'une technologie comme Bitcoin pour utiliser pour leur système de stock en fait, pour les stocks. Donc être capable de faire un moteur d'avoir des jetons qui représentent les actions des sociétés, on pourrait distribuer à tout un chacun. Et là, au lieu d'avoir un compte chez un broker qui vous dit « Ok, vous avez tant d'actions », là, vous avez vraiment une clé cryptographique qui permet d'utiliser ces actions et vous êtes le seul à avoir le pouvoir en fait, de les faire se déplacer et de les contrôler en fait, à 100%. Donc là, vous êtes vraiment un acteur, comment dire, on remet vraiment le pouvoir dans les mains de l'utilisateur à ce niveau-là. On va avoir aussi pas mal de services décentralisés qui commencent à voir le jour, notamment des échanges de cryptocurrency ou des marchés de prédiction décentralisés, où typiquement on va essayer de recréer des outils financiers ou des services existants, mais au lieu d'avoir un acteur centralisé en fait, qui va régir le tout et qui va surveiller que tout se passe bien, on a un protocole informatique, on a des programmes qui vérifient le bon fonctionnement du projet, et des utilisateurs qui rentrent et qui sortent, et qui peuvent aussi avoir leur mot à dire sur la direction que prennent les projets, qui vont être vraiment des acteurs à part entière à tous les niveaux des projets. Et dans le futur, un des grands espoirs qu'on a sur les monnaies digitales, ce sont les smart contracts et les corporations anonymes et autonomes. Donc je vais essayer d'aller assez vite là-dessus. Les smart contracts, en fait, qu'est-ce que ce serait? Ce sont des programmes informatiques qui s'exécutent sur un réseau qui est distribué, qui est mondial. Tout le monde peut voir exactement ce qui se passe, en fait. Tout le monde peut analyser exactement les règles qui ont été mises en place et savoir vraiment tout ce qui va se passer. Ce sont des systèmes déterministes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Si vous exécutez ce programme 1 million de fois, avec les mêmes entrées, il y aura toujours le même résultat en sortie. Donc l'intérêt pour vous, c'est que si vous voulez faire une compagnie d'assurance ou un contrat d'assurance basé sur un smart contract, vous allez devoir définir tous les cas d'utilisation de manière en programmation. Et vos sociétaires seront en mesure de voir exactement ce qui va se passer selon le cas dans lequel ils vont se retrouver. Donc tout ça, c'est dans un but de transparence et en fait, vraiment de remettre l'utilisateur au centre de tout ce genre de considération. Les corporations anonymes et autonomes, c'est un peu le même principe, mais étendu sur carrément une société. C'est-à-dire, on imagine déjà que dans un futur proche, on sera capable de créer une entité en fait, qui représente une société et qui sera gérée par des programmes et qui sera capable de prendre des décisions de manière en programmation et sur lequel on pourra utiliser des services au quotidien, utiliser des objets connectés, utiliser de l'argent pour payer des biens, des services à ces corporations et les voir évoluer en fait, de manière assez autonome. Voilà, donc j'espère que je vous ai pas trop bombardé de plein d'informations assez techniques. Je sais que c'est pas évident à aborder de prime abord. Bon, je serai là au cours du week-end, donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à venir m'en parler. Et puis je vous remercie beaucoup de votre attention. Ouh là, je crois que vous avez tous terriblement faim. Ça tombe bien pour